suis vraiment heureuse d'être ici pour le lancement de ce superbe numéro et je suis vraiment très fière et très heureuse qu'on nous ait qu'Isabelle et Leïla nous aient demandé de publier ce qui va être présenté ce soir. Alors, il m'a été demandé de présenter rapidement la revue Tumulte. Je crois que j'avais pris quelques notes, mais je ne sais pas où elles sont passées, mais peu importe. Donc, cette revue, elle est déjà bien vieille, hein. Je me suis rendu compte qu'elle avait 32 ans. 32 ans, oui, c'est une revue, en fait, qui porte sur le politique, mais envisagée d'une manière qui se veut toujours pluridisciplinaire, transversale. Alors, nous avons une ligne éditoriale depuis le début qui est de concevoir chaque numéro finalement comme un livre collectif, hein. Enfin, ça, c'est compliqué à constituer. Quand on a des dossiers aussi magnifiquement présentés, c'est nettement plus simple. C'est pas toujours facile à constituer. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit papier. Euh, en même temps, ça donne une pérennité, c'est-à-dire que les numéros se conservent et sont lus bien des années après. Alors, cette revue, donc, elle est, donc, c'est une revue universitaire qui est parce que elle est publiée à partir d'une équipe universitaire et l'équipe actuelle, c'est le LCSP, c'est-à-dire c'est le laboratoire du changement social et politique de l'université Paris-Cité. Mais en même temps, c'est une revue qui se veut non académique. Là, nous avons non académique, c'est-à-dire, enfin, je co-dirige avec, enfin, j'ai fondé, je dirige cette revue et puis maintenant nous avons une co-directrice qui devait être là, Marie Cuilleré, mais qui n'est pas là parce que quand même je ne serai pas éternelle et je voudrais quand même un peu transmettre. Mais l'idée quand même, l'idée c'est que ce soit justement une revue, je disais non académique, c'est-à-dire qui ne passe pas par les fourches codines par lesquelles on fait passer toutes les revues académiques en ce moment, enfin les revues universitaires, où il y a finalement, où tous les articles se ressemblent parce qu'ils doivent tous être passés à la moulinette, faits sur le même modèle. Alors, dès le début, nous, je crois que depuis l'équipe fondatrice, nous ne restons plus que trois. Il y a Valérie Lovitte qui est ici, qui est notre secrétaire de rédaction sans laquelle rien ne serait possible. Il y a encore Patrick Singolani et puis moi. Puis après, bon, bien sûr, le comité de rédaction s'est renouvelé au fur et à mesure des départs. Mais l'idée, c'est justement, c'est de mélanger les disciplines et les genres et et de nous centrer toujours sur des questions actuelles, mais en les traitant de façon, je dirais, inactuelle, mais en prenant inactuel au sens que lui donnait Nietzsche, c'est-à-dire en n'étant pas collé à l'actualité, en ayant toujours justement une profondeur trouve dans ce beau numéro, une profondeur historique, une dimension anthropologique, quelquefois aussi littéraire. Donc nous naviguons entre tous ces genres pour essayer d'aider à comprendre les questions qui se posent aujourd'hui, et cette question du racisme noir, anti-noir au Maghreb, je crois que c'est vraiment une question enfin, extrêmement politiquement importante qui est devenue flagrante à partir des événements, enfin, de ce qui s'est passé en Tunisie ces toutes dernières années, mais qui aussi, enfin, qui me revient à la figure, par exemple, quand je vais au- dans les pays qu'on dit d'Afrique subsaharienne, où on accuse immédiatement les Arabes d'être des racistes et des esclavagistes. Donc il y a quelque chose d'une instrumentalisation de ce vieux racisme qui fait obstacle à une espèce à une unification et à une solidarité. Et moi, je m'insurge beaucoup contre ça. Donc, alors, j'ai encore 2 minutes. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est parler de enfin, de ce qu'on, aussi d'un autre aspect de notre ligne éditoriale, c'est d'insister sur l'international, c'est-à-dire de nous intéresser beaucoup à ce qui se passe en dehors de l'Hexagone
mais nous intéresser également à ce qui relève de la colonialité. Là, il y a eu beaucoup de numéros qui ont récents, enfin depuis les dernières années, euh, qui ont abordé cet angle. Je pense par exemple à un numéro qui est aussi un dossier qui nous a été apporté, qui est excellent, par Françoise Vergès, sur ce qu'elle appelait les voies entravées, et de garder, de conserver toujours un regard critique, mais ça veut dire c'est pas un regard qui critique, mais c'est un regard aussi autocritique, c'est-à-dire qui est un regard de réflexion sur soi. Et ça, justement, ce numéro en est un exemple parce que c'est finalement un regard que les sociétés du Maghreb portent sur elles-mêmes en s'auto-analysant. Et donc cette analyse, cet écart par rapport à soi qui permet la réflexion, c'est aussi une condition de l'émancipation et c'est quelque chose qui met du désordre et qui crée ces tumultes qui servent de titre à la revue. Voilà. Alors, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Simplement, alors, s'agissant de la colonialité, parce que ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le numéro, on est obligé de faire appel à des théories, à des concepts qui viennent le plus souvent de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on a du mal à traduire. Mais je pense que c'est très important de se les approprier. Là, ça a été le cas, mais on a eu beaucoup de problèmes dans la traduction. J'en parlais récemment à une collègue et amie qui, elle, est d'origine algérienne, mais enseigne et est professeure à l'Université d'Ottawa. Et apparemment, là, il y a un vrai travail qui se fait entre l'anglais et le français pour s'approprier ces concepts et pour les utiliser. Nous avons encore beaucoup de mal. Nous faisons accusés de wokisme, mais en même temps, c'est vraiment c'est quelque chose bon, qui me semble essentiel. Il y a une appropriation, il y a une réélaboration, et c'est aussi un travail qui est à l'œuvre dans ce numéro. Donc, je veux pas m'apesantir davantage. En tout cas, merci beaucoup et vraiment toutes mes félicitations, Isabelle, hein. Ça m'a fait vraiment, enfin, on a été très heureuse d'avoir l'honneur de pouvoir publier ces textes. Merci beaucoup, Sonia, pour ce mot d'introduction. Et c'est vrai que c'est pour moi aujourd'hui un très grand plaisir et aussi une très grande fierté de pouvoir présenter ce numéro 63 de la revue Tumulte, donc sur le thème des racismes anti-noirs en Afrique du Nord. Je voudrais peut-être revenir un peu sur la genèse de ce numéro, parce qu'effectivement, c'est l'aboutissement d'un long voyage intellectuel qui a commencé ici même au CAREP en décembre 2022, alors que nous avions programmé une journée d'études sur le racisme anti-noir en Tunisie avec la coopération de la Fondation Frantz Fanon. Et c'est en fait lors des débats à cette occasion qui était très stimulant qu'est née cette idée de proposer un numéro sur le racisme anti-noir, mais en l'élargissant un tout petit peu à d'autres sociétés d'Afrique du Nord. Donc en décalant un peu la focale de la Tunisie aussi au Maroc, à la Libye et à d'autres cas. Alors pourquoi un numéro sur les racismes anti-noirs? C'est une question qui est légitime. Et je pense que, en fait, ce sont les dynamiques actuelles dans ces sociétés marquées par les dérives vraiment autoritaires de plus en plus préoccupantes et aussi des discours xénophobes, à l'instar de celui qui a été prononcé à l'été 2023 par le président tunisien Kais Saïed, qui nous ont renforcés, en fait, dans notre projet de publier ce numéro et aussi de maintenir en fait un dialogue sur cette problématique des racismes anti-noirs en Tunisie en particulier, mais aussi dans d'autres sociétés de l'Afrique du Nord. Et un autre constat qu'on avait fait après cette journée d'études de décembre 2022 était aussi le fait que la recherche scientifique, elle s'est un peu essoufflée sur ce sujet
notamment à partir des années 2013, alors qu'il y a eu un pic, on va dire, en 2011, lors des printemps arabes, où on a vraiment commencé à parler de ce problème, de la lutte aussi qui a eu lieu, notamment en Tunisie, avec le mouvement des femmes noires, dont parlera beaucoup mieux Maha Abdelhamid, qui est avec nous ce soir. Et donc, on a vu effectivement une production scientifique regresser sur ce sujet, alors même que les médias n'arrêtaient pas d'en parler, alors même que les activistes et les militants des droits humains remettaient tout le temps sur le devant de la scène ce problème du racisme anti-noir qui persistait en fait dans ces sociétés. Et donc, l'objectif de ce numéro est triple, je dirais. C'était, dans un premier temps, de réactualiser un peu les débats scientifiques existants sur les racismes anti-noirs dans les sociétés nord-africaines, mais aussi de croiser les perspectives à la fois scientifiques et universitaires. J'espère qu'on a réussi puisque on a fait appel à des chercheurs de disciplines diverses et variées. Donc on a des sociologues, on a des historiens, on a des anthropologues, on a aussi avec nous des géographes qui ont témoigné en fait de leur lecture de ce problème dans ce numéro, et également des chercheurs qui viennent de traditions universitaires très différentes. Et ça aussi, Sonia a parlé à l'instant de cette ouverture que voulait Tumulte à l'échelle internationale. Bah, on essayait de le tirer aussi par les disciplines et les affiliations universitaires, puisqu'on a des chercheurs des États-Unis, à l'instar de Paul Silverstein, mais aussi Leslie Krauss-Wirtzen, qui ont contribué à ce numéro. On a aussi Leila Tayeb, qui, elle, est basée au Qatar, à la Northwestern University. On a des chercheurs des pays du Maghreb et aussi des chercheurs d'Europe. Donc, on a vraiment essayé de croiser les perspectives pour ne pas s'enfermer justement dans une perspective nord-sud où on plaquerait des concepts venus d'ailleurs sur des sociétés où ces concepts ne sont pas endogènes. Et enfin, le troisième point, c'est ce que Sonia a souligné tout à l'heure, c'était aussi la volonté justement de donner la parole à des chercheurs des pays de l'Afrique du Nord et du Sud global, même si j'aime pas beaucoup ce terme, pour justement réinterroger ces concepts de race, de noir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait lorsqu'on écrit depuis des sociétés du Sud? Est-ce que ça fait sens d'abord de parler de cela? Donc pour le contenu, on a organisé ce numéro en trois grands axes. Donc un premier axe qui porte vraiment sur les origines du racisme anti-noir en Afrique du Nord, avec les contributions ici d'historiens. Donc c'est Salah Drabilsi qui nous a fait l'honneur d'écrire dans cette rubrique, mais aussi Chouki El Hamel et Paul Silverstein. Dans une deuxième partie, on a plutôt voulu analyser les dynamiques de l'altérité et la minorisation des populations noires dans cette région. Et ça a été fait notamment avec les contributions de Leslie Krauss-Wirtzen sur le Maroc, Leila Taïeb qui a regardé plutôt cette dynamique en Libye, et enfin Shreya Parik qui est avec nous ce soir, qui a étudié le cas tunisien. Enfin, la troisième partie de ce numéro est consacrée à l'émergence des luttes antiracistes dans les sociétés nord-africaines et leur impact tant politique et aussi législatif, avec les contributions de Inès Mradali, Omar Fassatoui qui est avec nous ce soir, et aussi Maha Abdelhamid qui nous a également fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et je voudrais juste dire que ce numéro a été préfacé par l'anthropologue Marta Scaglioni et a une postface également signée par Marie Peretti-Ndiaye qui revient un peu sur ce concept de la race et le racisme à la fin de ce numéro. Donc, Sonia en a touché déjà un mot, et c'est vrai que ce numéro a été aussi parsemé par des défis, surtout des défis de terminologie, de traduction. Comme je disais, on a accepté euh, des publications anglaises donc, qui ont été ensuite traduites en français pour Tumulte. Et donc, c'est forcément posé la question de comment traduire les termes, hein. Des termes qui souvent sont utilisés en anglais comme blackness, whiteness,
whiteness. Bon, on a eu effectivement beaucoup d'échanges avec Valérie, l'éditrice de ce numéro, et aussi avec Sonia, sur est-ce qu'il faut ou pas franciser ces termes. Nous avons fait le choix, il est critiquable, ça je l'admets, de ne pas les traduire, tout simplement parce que cela nous aurait obligés de passer par des néologismes qui, pour le moment, ne sont pas encore bien ancrés en fait dans la recherche académique en France. Donc, effectivement, il y a certains chercheurs qui utilisent plutôt noiritude, noirité, blanchitude, mais sans vraiment que ça renvoie et ça englobe tout le contexte que la blackness ou la whiteness fait. Donc, on a opéré ce choix. Bien sûr, encore une fois, il est critiquable, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui des travaux qui émergent aussi en France. Je pense ici notamment aux travaux de Papendia sur la condition noire et aussi aux travaux plus récents de Audrey Zelestine sur comment traduire la blackness. Donc on y passe là en ayant fait ce choix, mais c'était un choix pour nous qui était aussi quelque part pratique et pouvoir uniformiser quelque part les termes utilisés dans ce numéro. Et peut-être un petit regret personnel que j'ai dans ce numéro, c'est que malgré nos efforts de vouloir ouvrir à des contextes divers et variés dans les sociétés nord-africaines, la majorité des contributions reviennent quand même sur le contexte tunisien qui est très très présent dans ce numéro. Mais je pense que ça s'explique aussi, ça s'explique par le fait qu'on en discutait tout à l'heure avec Latifa, par le fait que la Tunisie a été peut-être très très précurseur dans les mobilisations à partir de 2011 et aussi très précurseur pardon, dans la volonté de maintenir justement cette lutte active. Maha, tu en parleras probablement mieux que moi de ce point tout à l'heure. Donc voilà, avant de céder la place à la table ronde qui sera modérée par Latifa Madani, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je voulais également dire un très 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 grand merci à Carla Paris, qui était pour moi un soutien précieux dans la réalisation de ce projet. Elle était stagiaire au CAREP et elle m'a beaucoup soutenue dans la relecture, parfois même réécriture de ces articles. Donc un très grand merci à elle. Et aussi à Valérie, à toi, un très très grand merci pour ta patience, ta relecture minutieuse des articles, les nuits passées, même des nuits blanches. Donc franchement, je suis très 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 heureuse de cette coopération et consciente aussi que ce numéro n'aurait pas vu le jour sans ce travail-là. Donc, un grand merci à vous deux et aussi aux contributrices et contributeurs. Un immense merci pour votre confiance et bravo pour cette belle revue et ce beau numéro. Ils y sont là, oui. Alors, Maha Abdelhamid, Sheria Farik et Omar. Alors, on va se mettre là. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Shreya Farik, Tariq, pardon, voilà, c'est la prononciation. Maha Abdelhamid et Omar Fassatoui, voilà, et qui donc avec nous pour cette table ronde autour de ce numéro de la revue. Je vais vous présenter rapidement Shreya Parik, donc docteur aux séries au Centre de recherche internationale Sciences Po et chargée de cours à Sciences Po Paris, dont la contribution à la recherche du ghetto noir, race, classe et espace figure dans la deuxième partie de la revue, la partie consacrée à penser la construction de l'altérité et la minorisation raciale. Mahad El-Hamid et Omar Fassatoui, vos contributions, elles, figurent dans la troisième partie consacrée à l'émergence de la cause antiraciste et l'impact politique et législatif des nouvelles luttes. Alors, Mahad El-Hamid, vous êtes chercheuse au CAREP, associée au CAREP, hein, c'est ça, et docteur en géographie sociale
sociale à Paris-Nanterre, si je ne me trompe pas. Et vous êtes aussi connue pour être une militante antiraciste, cofondatrice du collectif Voix des femmes tunisiennes noires et autrice de Être noir, ce n'est pas une question de couleur, qui a été édité chez Nirvana en 2017. Et pour vous, la lutte contre le racisme, donc c'est l'objet de votre contribution et aussi de votre combat, contre le racisme anti-noir dans le monde arabe doit rester un plébiscite de tous les jours. Omar Fassatoui, vous êtes chercheur au laboratoire Mésopolis, qui est le centre méditerranéen de sociologie, de Sciences Po et d'histoire à l'université, auprès de l'université d'Aix-Marseille, hein, nous sommes voisins. Et vous vous êtes intéressé aux avancées, aux limites de la judiciarisation du racisme en Tunisie. Donc voilà, avant donc de vous donner la parole, je voudrais faire peut-être un petit rappel. Donc Isabelle a rappelé bien sûr le contexte de, disons, de ce numéro, hein. Il y a une actualité à rappeler, en tout cas, c'était ce 21 février, c'était en 2022. 23, voilà, c'était bien l'année dernière, 2023, j'ai l'impression que c'était plus loin, quand le président tunisien Kais Saïed qui a pris à son compte la théorie du grand remplacement, hein, s'est attaqué aux migrants subsahariens de façon violente, les traitant de criminels, les accusant de vouloir modifier la composition démographique de la Tunisie, afin, disait-il, d'estomper son caractère arabo-musulman. Bon, etc. Et donc, il y a eu une vague de violence avant, pendant et après ce fameux discours, hein, dont on se souvient malheureusement, contre les migrants et les populations noires, et qui a révélé, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, en tout cas, un substrat ancien de racisme qui était présent dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, et même du monde arabe, qui trouve ses racines, hein, c'est expliqué dans la revue, dans l'esclavage, dans le legs colonial, et puis dans les nombreux flux migratoires, en tout cas dans la façon dont ces flux migratoires ont été et sont gérés ou pas gérés par l'Union européenne et leurs bases arrières que sont ces pays du Sud. Et ça a été bien sûr exacerbé par les surenchères nationalistes et identitaires. Donc voilà, donc dans ce contexte-là, je vais tout de suite, moi, m'adresser. Alors, j'ai choisi donc de suivre la chronologie de la revue. J'ai trouvé que ça tenait bien, hein, cette discussion que nous avons. Je vais tout de suite donc donner la parole à Shreya Parik, hein, dont le thème, donc je le rappelle, à la recherche du ghetto noir, race, classe et espace. Alors, c'est en 2021 que vous avez entamé vos recherches sur ce qu'on appelle le ghetto noir dans le quartier de Gabeya, à Gabès, ou encore dénommé Harlem. Vous allez donc vous en donner effectivement les conclusions. Vous abordez vous expliquez votre méthodologie de recherche aussi, de votre enquête de terrain. Mais comme l'indique le sous-titre de votre contribution, race, classe et espace, expliquez-nous pourquoi et combien il y a indéniablement un lien, un rapport intersectionnel entre ces trois éléments, ces trois facteurs. C'est à vous. Je pense que c'est bon. Ouais, super, merci. Juste une petite pensée à tous les gens qui sont en prison ou en Oui, investigation en ouais. Tunisie maintenant pour avoir parlé ou pour des On gens va en qui parler. continuent à parler Absolument. Mhm. sur les droits des migrants et des droits des êtres humains, seulement qu'ils sont noirs. C'est ça le problème. Donc, pour revenir sur votre question, en fait, c'est assez. Je me trouve un peu sur cet honneur, mais cet regard de Maha Abdelhamid Donc, j'ai écrit sur son quartier presque. J'ai connu ses parents là-bas aussi quand De j'étais toute en train façon, de elle faire le terrain. prendra la parole. Donc, je vais essayer de théoriser un endroit qui est, voilà, ta maison, c'est ton chez-toi. Donc, la question de comment la race, la classe et l'espace est liée. Donc, pour moi, quand je disais tout le temps, les gens. Donc, quand je suis arrivée à Gebes, en fait, je suis arrivée à Gebes parce qu'il y avait tout le temps les gens à Tunis qui me parlaient de Ah, si vous travaillez sur les Noirs, il faut aller à Gebes. Et surtout, il faut aller à Garbaya, dans ce quartier spécifiquement.
Et donc, OK, je suis arrivée à Gebes, je pars pour chercher cette fameuse quartier et je n'arrive pas à trouver en fait. Parce que, en fait, j'étais dans le quartier, mais les gens. Parce que moi, je cherchais en fait un ghetto qui était décrit dans des discours des Tunisoises, un peu comme des ghettos à l'américaine. Disons que c'est totalement noir, il n'y a que des criminels. Mais c'est vraiment le discours qu'on va à Tunis, le capital. Mais pas que, en fait, c'est aussi chez des Guipsiens qui habitent pas à Garabaya, qui ont ce discours en disant que ah oui, il faut jamais aller là-bas parce que c'est que des Noirs, c'est pas très, c'est pas très, c'est peut-être inquiétant si vous êtes une femme toute seule en train de faire le terrain, il faut pas y aller. Donc j'arrive sur le terrain pour chercher cette fameuse quartier et j'arrive pas à trouver parce qu'en fait, dans ma tête, je cherchais vraiment cette ghetto à l'américaine à la genre, par rapport des discours qui étaient construits avec des discours des Tunisoises ou des Guebsiens qui n'habitent pas Garbaya. Mais finalement, je comprends après quelques jours que voilà, j'étais vraiment à Garbaya, que c'est pas complètement noir, mais c'est une construction quand même qui existe. Donc en fait, c'était assez. Donc j'ai essayé de vraiment théoriser cette histoire que les gens qui parlent en continu de ce genre des quartiers, ils le décrit comme totalement noir, totalement criminel. Il faut pas y aller. C'est pauvre aussi. Donc pour moi, je pense qu'il faut quand même théoriser une sorte de ségrégation, mais mentale, qui n'existe pas sur le terrain dans la manière dans laquelle il est décrit. Donc pour moi, j'ai essayé dans ce texte de, de, de théoriser cette construction de ségrégation, pas justement raciale, mais aussi de classe. Euh, et après, quand j'arrive sur le terrain, je comprends aussi qu'il y a une différence de terre qui est vraiment présente, même pas justement dans l'histoire de cette terre, de la location de cette terre, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, le terre de Garbaya, de ce que j'ai compris, c'était un terre qui n'a pas de valeur agriculturelle parce qu'en fait, on est à Guebes. Il y a des terres, il y a des oasis qui sont pas loin et qui sont des terres très, très fertiles. Donc, à la base, c'est une économie qui dépend beaucoup sur l'agriculture. Donc ça, c'est des terrains qui sont salines parce que, oui, voilà, oui, ouais, salins, merci. Qui ont des problèmes des inondations tout le temps. Et les endroits où il y a des inondations, quand c'est sèche, ça devient une sorte de landfill, une sorte je sais pas, où on jette la poubelle, des décharges, voilà. Donc ça pue énormément. Et, et en fait, ce que j'ai compris petit à petit, c'est que en fait, il y a une sorte de lien entre la terre qui est saline, qui est salin, et qui commence à contenir le déchet. Mais ça, c'est partout en Tunisie, mais dans des contextes différents. Par exemple, c'est pas que Garbaya. Par exemple, la Bahr el Azraq, par exemple. C'est une terre qui est aussi salin, qui est une sorte de sepra où on dit aujourd'hui que oui, à Bahr el Azraq, c'est que des Africains qui habitent là-bas. C'est aussi une sorte de construction, un peu discours en disant que c'est noir, c'est criminel, il faut jamais aller là-bas, il faut jamais aller à Bahr el Azraq. Et aujourd'hui, j'étais en dialogue avec Valentina Zagari, qui est une chercheuse qui travaille sur la Tunisie, sur les migrants qui a décrit comment à Zarzis, les cimetières pour des corps trouvés dans la mer, donc on pense que c'est des Africains, entre guillemets, en fait, c'est des terres aussi de sapra. C'est aussi des terres de zebella. C'est des déchets. Donc, en fait, donc il y a un lien à faire entre le sepra, entre la zebella et le corps noir qui arrive tout le temps à être associé avec cette terre. Donc c'était un peu ça. Je pense que je vais m'arrêter ici. Et
Et on peut continuer à Oui, parler de ça. oui, Ouais. on va rester toujours justement sur votre contribution. Vous faites tout un développement sur le poids du stigmate, justement. Je pense que là, on peut. Et vous pouvez intervenir hein, à ce sujet, Maha et Omar, bien sûr. Hein, c'est pas que vous. Hein, d'ailleurs, vous allez nous dire, Maha, d'ailleurs, vous qui êtes de Gabès, hein, vous pouvez prendre la parole aussi. Mais je voudrais justement que vous nous parliez de ce poids du stigmate. C'est-à-dire, on le comprend bien quand on lit votre contribution en ce qui concerne ce territoire-là sur lequel, mais il concerne de toute façon, on le retrouve partout en fait. Et alors comment il se traduit? Et vous aussi prendre la parole, je pense que Je vais rapidement, parler, et oui, rapidement. OK. Donc, les stigmates par rapport à cet endroit, comment ça se traduit, je vais dire ça spécifiquement. Donc, par exemple, si vous êtes un noir de Garbaya, donc le poids est énorme. Euh, et par exemple, quand j'ai fait des entretiens avec des noirs qui n'habitaient pas à Garbaya, mais à Gebes, dans des quartiers plutôt classe moyenne. Donc eux-mêmes avaient un stigma très très violent envers des Noirs qui habitaient à Garbaya. Et en fait, c'était mes amis, des gens qui sont devenus mes amis qui habitaient dans ces quartiers plus classe moyenne, qui me disaient, il faut jamais aller à Garbaya, il faut jamais vraiment. Et surtout, quand, par exemple, ils me racontaient des histoires, disons, oui, quand j'étais en train de grandir, ma maman me disait, il faut jamais faire des amis avec les autres étudiants, étudiantes qui venaient de Garbaya parce que qui ont été des Noirs, qui ils ont pas civilisé, ils font toujours des bêtises. Donc il y a cette construction qui est liée aussi avec la classe sociale. Parce qu'en fait, quand on entre dans la classe moyenne, même à Garbaya, en fait, c'était assez marrant parce que j'ai fait un entretien avec une dame qui était de classe moyenne, qui habitait à Garbaya, donc l'endroit que tout le monde disait Garbaya, mais elle disait non, moi je suis pas à Garbaya, je suis à Mohamed Ali. Je suis à Mohamed Ali, je suis pas à Garbaya. En fait, Garbaya, c'est l'autre côté de cette rue. Et pour moi, c'est donc comment cette stigmate est liée totalement avec Garbaya et comment, quand on arrive, on peut monter l'escalier de classe, même si on est noir, on peut essayer de faire cette distance avec la stigmate qui est liée avec Garbaya et noir. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. je pense peut-être à ce que ce qui s'est passé à Tunis quand il y a eu la Banque africaine de développement, mais ça, c'était vous qui m'en aviez parlé. Alors, Maha ou bien Omar, par rapport à ça, comme vous voulez. Moi, franchement, j'ai. Non, mais non, parce que, en fait, parce que Shreya a dit que vous étiez de Gabès, donc, dites-nous, vous avez lu sa contribution, comment ça vous parle? D'ailleurs, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît très bien. D'abord, en fait, Oui. je tiens à remercier Carep en fait, d'avoir l'audace justement d'accueillir un sujet aussi tabou C'est ça. dans le monde arabe. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parle de l'esclavage ou on parle du racisme dans le monde arabe, c'est quelque chose qui n'est pas le nôtre. Ça, ouais. Et Carep vient justement dire, Ouais. bah voilà, on va traiter cette question qui n'est pas, enfin, qui reste toujours, en fait, Ouais. comme je disais, Dans le le parent déni. pauvre des sciences sociales. Et donc, du coup, je ne peux que remercier Tarek justement pour l'audace enfin, si vous voulez, étudier en profondeur justement Ce sujet. ce sujet. Garbaya, donc la fameuse Garbaya. Donc pour moi, en fait, moi je dis que le Garbaya, c'est le centre du monde. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi-même, j'ai entendu parler de Garbaya quand j'ai quitté Garbaya, en fait. Parce que, en vivant à l'intérieur, pour moi, bah, le monde marche normalement. On vivait une sociabilité extrêmement joyeuse, si vous voulez. Donc, oui, il y a des Noirs qui venaient d'un peu partout de la Tunisie. Des Gbeli. Bon, on va trouver en fait beaucoup de Gbelaouia, on va trouver beaucoup de Hmeida. Et d'ailleurs, en fait, j'ai publié en 2012 un petit compte rendu d'un film que j'avais
un film que j'avais fait tourner avec mon petit appareil photo avec ma famille. C'est-à-dire la famille de ma mère qui venait de Haram, à 45 km de la ville de Gabès. Et Haram aussi est connu par sa population noire. Ok. Et donc l'Ahmed, depuis la colonisation, pendant les saisons de chasseresse, il partait en fait de Haram pour chercher du travail en ville. Et la ville la plus proche, c'était la ville de Gabès. Donc la première famille arrive, la deuxième famille arrive, la troisième famille arrive, et on va trouver dans un douar. Donc douar, c'est là où il y a les familles proches, en fait, construisent, si vous voulez, en fait, construisent leur habitation. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, donc du coup, on va dire, eh ben, si vous voulez, le Garbaï, il est un peu, en fait, il y a des murailles invisibles. Donc là, on va voir des Noirs, mais qui ne sont pas de Hmeid, c'est-à-dire Gbellaoui, et qui se voient supérieurs de Hmeid, qui sont beaucoup plus farouches, qui savent, c'est-à-dire se défendre. Et bien évidemment, quand on se défend, c'est pas très bien vu. Mais pour moi, en fait, cette atmosphère, on était aussi des habitants non noirs. Et d'ailleurs, quand ma grand-mère, moi je parle beaucoup avec ma grand-mère, comment elle me racontait la construction. Mais c'est extraordinaire, en fait. Quand les anciens racontent justement la construction de l'espace. Et elle me disait que à l'époque, on voyait la mer. Il y avait pas cette construction. Maintenant, le quartier Gabay, c'est un grand quartier, je ne sais pas combien d'habitants, mais ça dépasse peut-être, enfin, je ne sais pas, 30 000 à peu près. Ouais. Et ma grand-mère, elle me disait, quand on est venu pour la première fois acheter une parcelle pour construire la maison, on était 3 familles. Et décidément, ils étaient la seule famille noire. Mais il y avait une sociabilité, c'est-à-dire, oui, on ne peut pas se marier entre nous, mais on a une sociabilité quotidienne où les frontières de la couleur n'existaient pas et n'existent pas jusqu'à nos jours. Donc moi, quand je suis partie, j'ai fait mes études en fait primaires dans la proximité de quartier. Et à l'époque, quand mes parents ils étaient des fonctionnaires, eux-mêmes avaient cette idée négative sur le quartier, ils ne voulaient pas nous inscrire dans l'école de quartier. Et donc, on est parti un peu plus loin, c'est-à-dire, en fait, moi, France Fanon, elle a écrit sur ça, c'est-à-dire comment le noir dénigre son image. Et je me suis retrouvée avec des blancs, entre guillemets, dans une école plus loin, qui était une école française avant l'indépendance. Et pour moi, c'est pas du tout ma classe sociale. Bien évidemment, il y avait quelques-uns qui étaient de ma classe et moi, j'étais beaucoup plus proche de ces personnes qui étaient de ma classe, qui n'étaient pas noires, mais qui étaient... Et d'ailleurs, je racontais le jour de Yawm al-Mu'allim. Moi, je me souviens beaucoup de mon enfance parce que c'était aussi une enfance traumatisante, enfin, en tant qu'une fille noire qui se retrouve toute seule dans une classe avec des élèves non noirs. Et j'étais grande, depuis que j'étais petite, j'étais grande. Donc, du coup, les petits devant et les grands sont derrière. Mais décidément, je me suis retrouvée avec un petit qui était comme ça, derrière, et qui, lui, pour regarder le tableau, il faut qu'il fasse comme ça. Donc, je me suis rendu compte que parce que, en fait, ce petit, son papa était berger, il disait, ben, moi, j'ai rien senti, mais il disait, il sentait des bêtes. Et en plus, il avait du pouls. Et donc, du coup, on va le mettre où? Ben, c'est pas grave, on va le mettre à côté de Meher. Et j'avais écrit un texte en arabe dans lequel je dis, mais finalement, en fait, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que la question de la classe dépasse la couleur. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'étais noire, moi j'étais noire derrière parce que j'étais grande, mais lui, il était tout petit, il devait être derrière, mais personne ne voulait que les parents, en fait, à l'époque, étaient des grands fonctionnaires dans les administrations étatiques et tout. Ben non, on ne veut pas que notre fils s'assoie à côté parce qu'il a du coup. Mais finalement, en fait. Non, c'est très intéressant, Mahat, ce que vous dites, oui. Aujourd'hui, par contre, il y a une évolution. Les gens ont gardé
stigmatisent en fait, C'est ça. stigmatisation Oui. dans leur tête, mais réellement, aujourd'hui, le Garbaya, il a une autre réalité. Moi, je vois que la sociabilité entre les Blancs et les Noirs, aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus intense. D'accord. Une valorisation aussi des quartiers. Dernièrement, il y a des pages Facebook créées par les jeunes de Garbaï où on trouve beaucoup plus de visages et qui n'étaient pas créés par des jeunes noirs, en fait, qu'on trouve une valorisation des personnages, en fait, si vous voulez, noirs, qui étaient soit des footballeurs, qui étaient... Et un jour, en fait, il y a une amie qui m'envoie le lien, et ben, on m'a fait un hommage, alors que moi, j'ai jamais... Enfin, j'ai quitté Garbaï à l'âge de 19 ans quand je suis allée à Tunis après mon bac et je revenais de temps en temps pendant les vacances. Mais ils se sentent fiers quand même que les enfants de ce quartier stigmatisés, toujours rejetés par toute la ville de Gabès, y compris Babhar, était le quartier des Européens et qui a été hérité, soi-disant, par les grands fonctionnaires. Et donc, du coup, le Garbaï, c'est toujours, moi-même, quand je disais à l'époque où j'étais au lycée, j'ai invité une amie parce qu'elle habitait à Catel, c'est-à-dire à 16 kilomètres. Je lui dis, bah, en fait, pourquoi tu restes manger un sandwich? Je viens manger chez moi. Elle m'a dit, tu habites où? Elle m'a dit, avec Gabaye. Non, 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 je ne peux pas y aller. Et ça, c'était Voilà. récent. Mais Ouais. finalement, bon, il est venu, il a trouvé qu'il y a des êtres humains par un zoo. Très bien, en tout cas, merci pour ce témoignage, Maha. Bon, un mot sur ce sujet, Omar, Merci. rapide, parce qu'on va essayer quand même d'aborder les autres sujets. Mais alors, Je vais être très bref. D'abord, remercier le CAREP pour cette initiative, que ce soit celle de 2 ans en arrière ou celle d'aujourd'hui. Merci de vraiment d'avoir accompagné ce processus à Isabelle et à toutes les personnes qui l'ont fait. Une pensée à Sardé Amsber principalement, avec toutes les personnes détenues. Sincèrement, ça a été la première personne à être vocal en anglais. Je trouve même pas de mots équivalents en français. Et de dire, voilà, j'ai un rêve et vraiment, on pense très fort à elle. Moi, je voulais aussi parler de la stratification des races et des classes en Tunisie. Ce n'est pas propre aux Noirs, hein. Donc, toutes les villes, que ce soit Tunis ou ailleurs, il y a toujours eu cette forteresse à l'intérieur de laquelle les gens vivent et ceux qui vivent en dehors de la forteresse quand on ferme les portes le soir. Donc, il y a encore les Tunisois pensent qu'ils sont mieux que X, les gens qui habitent à Sfax. Donc, il y a toujours eu cette dynamique entre ceux qui dorment dans la ville et ceux qui dorment à l'extérieur de la ville. Et même les enterrements jusqu'à aujourd'hui, généralement, ce n'est pas organisé à la française, mais organisé vraiment. On peut être enterré à Tunis généralement quand on a déjà un terrain appartenant à la famille. Et c'est encore pire dans d'autres endroits où les cimetières sont privés. Ils ne sont pas gérés par les mairies, comme sur l'île de Djerba. donc il y a une ségrégation spatiale et de classe Qui se et raciale. perpétue C'est ça, ouais. dans la vie comme dans la mort, malheureusement. Dans les mariages également, les gens ne se mélangent pas. Donc, on sait dès un âge très avancé en Tunisie, on sait très bien quel est le groupe avec lequel on va jamais se marier, la région qu'il faut éviter. Il y a un cahier des charges, malheureusement, qui est inculqué aux personnes. Et on pense que tout ce qui est mélange, diversité ou autre, malheureusement, surtout avec le départ de la diversité, parce que avant l'indépendance, la diversité était visible. La génération de mes parents, c'était des gens qui étaient dans une classe composée de personnes avec des religions différentes, avec des croyances, même le rythme de vie. Le week-end en Tunisie, c'était très cosmopolite religieusement. Donc, c'était vendredi pour le musulman, le Shabbat pour les juifs et la messe le dimanche. Donc, tout ça, il y a plein de gens qui ne vivent plus avec cette diversité et c'est aussi malheureux de croire que la diversité est le propre de l'Occident, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, beaucoup de choses, on est en train de dire que c'est des problèmes importés parce qu'on a l'impression que c'est la migration qui ramène les autres, alors que c'est pas vrai. Les sociétés sont intrinsèquement diversifiées. L'autre question, c'est aussi par rapport au malheur de ce que tu as décrit, Freya, du ghetto, parce que le ghetto de Tunis, il n'y en a jamais eu comme Agabès, mais le ghetto de Pradlazr que tu décris, c'est un ghetto de subsaharien, malheureusement. De facto, il n'a pas, donc on a toujours cette dynamique d'exclusion, de mettre les personnes. Et si Inès Mladel était là, c'est vraiment aussi l'étape après esclavage. C'est la sortie de l'esclavage où les gens ont commencé à ne plus vivre avec le maître, mais plutôt vivre d'une manière autonome, mais ils n'ont pas pu accéder à ça. Et c'est des dynamiques qu'on retrouve aussi, où certains quartiers, même à Paris, sont vraiment restreints à une certaine catégorie socio-économique, certes, mais dans ce cas-là, on rajoute le racial. Donc,
Moi, c'était vraiment très. Il y a un fil conducteur, au fait. C'est pas un événement qui est complètement isolé, mais ces dynamiques ne font que se répéter. Et le discours de Kais Saïd, j'ai presque envie de le remercier parce qu'il a mis la lumière Oui, sur la profondeur. Parce qu'avant, on n'arrêtait ça. pas de dire que ça, c'est des déblatérations de personnes de la société civile, c'est deux, trois cas très isolés. Alors que non, on a des groupes Facebook aujourd'hui, on a des vocables qui ont été inventés, malheureusement pour dire africain subsaharien, le mot ejsi qui n'existe pas du tout dans l'arabe, dans la langue arabe. On a des groupes qui, aujourd'hui, quotidiennement, n'arrêtent pas de véhiculer des messages et qui sont malheureusement repris par une partie de la classe politique. Et ça, c'est malheureux. Et on a un shift dans la position tunisienne. On avait vraiment une volonté de pénaliser le racisme. En 2018, on a eu une loi. Et après, on a un retour en arrière. Et pire Alors, que ça, donc on a des situations nouvelles et une xénophobie assumée. Donc alors, ce n'est plus. oui. Avant, on disait que les Tunisiens ne sont pas racistes. Les gens étaient presque honteux Oui, quand on leur maintenant, racontait ce que le noir vivait chez c'est eux. décomplexé maintenant. Aujourd'hui, c'est pleinement assumé C'est ça. et d'autant plus que même l'exemple droit de l'hommiste qui venait de certaines sociétés occidentales, vu qu'il y a l'extrême droite qui est en train de sévir partout, donc les gens s'identifient à ces C'est ça. personnes-là. Voilà, ça s'alimente, en fait. Alors, justement, Omar, alors vous allez garder le micro parce que vous êtes en train d'aborder précisément le sujet qui vous concerne, en tout cas que vous avez traité dans la revue, la judiciarisation, la législation antiraciste hein, contre le racisme en Tunisie. Et il a fallu attendre, et le rappeler, donc 2011, les printemps arabes, pour lancer un processus législatif euh, contre le racisme en Tunisie. La loi a été adoptée en 2018 et c'est la première loi du monde arabe hein, qui pénalise le racisme, là il faut le souligner. Alors je vais vous demander quand je lire les leçons tirées de cette législation, de la judiciarisation, mais surtout aussi vous expliquez dans votre contribution pourquoi le processus hein, de travail autour de ce dossier a été compliqué. Alors voilà, il y a plusieurs Les- questions dans une, mais après je vous Volontiers, c'est reprendrai. toujours un plaisir de Oui, discuter et de partager cette réalité. Bon, malheureusement, la Tunisie a toujours choisi de résoudre ses problèmes par des lois. Et ce n'est pas la seule solution. On a vu que Mhm. contre le racisme, il y avait parfois des processus qui étaient meilleurs que le processus législatif, mais la loi avait été, disons, vendue comme la meilleure solution parce que d'abord, il y avait un énorme déni de justice pour les victimes du racisme, c'est qu'elles ne pouvaient pas se plaindre. Avant 2018, le juge tunisien ne pouvait pas juger quelqu'un pour racisme parce qu'il n'arrivait pas à qualifier les actes racistes ou les paroles racistes. Qu'est-ce que le racisme avant 2018? Même le juge lui-même disait non, c'est des paroles que nous utilisons tous les jours. On a énormément de paroles discriminatoires qui sont. Il n'y a pas la volonté de nuire réellement, mais les gens les répètent comme ça par répétition, sans penser que ça a une connotation esclavagiste ou raciste. Donc le juge lui-même, il y a plein d'actes qu'il considérait pas du tout à connotation raciste. Donc la loi est venue vraiment éclairer un peu la lanterne des magistrats, mais également permettre aux gens de saisir la justice. Parce que toutes les personnes qui ont essayé de porter plainte avant la loi de 2018, on a eu un retournement de situation et la victime est devenue l'agresseur parce qu'elle s'est défendue. Donc, la victime était une personne noire et l'agresseur généralement une personne du groupe dominant. Je n'ai pas envie de dire les blancs parce qu'on s'identifie pas principalement. Il y en a qui disent arabo-amazir ou arabe tout court, mais même si le terme blanc est utilisé, mais je vais dire le groupe dominant. La loi, elle a été faite aussi dans un contexte particulier où il y a eu beaucoup de demandes de la société civile et des données surtout. C'est la chose nouvelle qui est venue avec la loi, c'est aussi de produire des données sur le racisme parce que l'État n'avait aucune donnée. Donc, il était en train d'invisibiliser le problème parce que dans toutes les réponses officielles de la Tunisie, dans tous ces rapports officiels, c'était non, la Tunisie n'est pas un pays raciste. Nous avons la réponse automatique. Nous sommes l'un des rares pays arabes à avoir des juifs chez nous. Donc nous sommes un pays diversifié. Et on répondait à chaque fois qu'il y avait une critique sur les droits de l'homme, nous sommes un pays avec la meilleure condition féminine pour les femmes arabes. Donc c'était la réponse étatique officielle. Donc nous sommes un pays unifié, homogène. On n'a ni amazir, ni noir et 1% de diversité. C'était 99% de personnes
qui se ressemblent et le 1% de différence sont les bienvenus. Donc, on n'a jamais eu de débat sur la composition ethnique du pays. Donc, on s'est dit, ces choses-là, c'est des choses occidentales. C'est pas nous. Et il n'y a pas de problème. Tout le monde cohabite dans la bonne humeur et dans la joie. Donc, le souci, c'est qu'en 2018, en 2016 déjà, on a commencé à avoir des consultations nationales sur le racisme. La parole a été mieux donnée aux victimes parce que les victimes vraiment silencieuse. Il y avait l'intériorisation du racisme. Les gens, il y avait beaucoup de parents qui nous ont dit qu'ils inculquaient à leurs enfants que c'était normal, que c'était le cours normal des choses, qu'il fallait subir et que ça allait finir par soit changer, soit si tu quittes ce pays, si tu quittes cette région, ça va changer. En grandissant, ça va être beaucoup mieux et que c'était contextuel. Mais on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de discrimination qui était diffuse et très presque discrète. Pas de présence télévisuelle, pas de présence dans la télé. Certains corps de métier, on ne voit absolument pas. Donc, il y a presque une limitation presque virtuelle des Noirs à un certain seuil de la société, alors que l'éducation est ouverte à tous. Mais il y avait des obstacles comme l'exemple qu'a donné Mehe, beaucoup de personnes l'ont relaté, d'être mis au fond de la classe. Intentionnellement par les maîtresses ou les maîtres d'école. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment souvent revenu. Et il y avait aussi le détachement du migrant aussi, parce que c'est pas que la classe, mais l'image, parce qu'il y avait beaucoup de Noirs tunisiens qui ont la nationalité tunisienne, qui sont citoyens, qui ne voulaient jamais être associés aux Noirs subsahariens. Même le wax, par exemple, qui était porté du wax, c'était vraiment quelque chose, une femme ou même le français, parce que les Tunisiens ont tendance à parler aux subsahariens automatiquement en français, donc il fallait vraiment prouver à son interlocuteur qu'on était arabophone. Pour éviter certaines situations ou genre des situations très particulières dans les moyens de transport, dans des situations du quotidien, au fait, où il fallait montrer de loin sa tunisianité pour éviter certains problèmes que les migrants peuvent connaître au quotidien. Et ça, c'est accentué pendant le Covid, hein, l'accès aux denrées alimentaires. Il y a eu beaucoup de problèmes liés au racisme et au fait de dire, voilà, je suis un national du pays, donc je suis prioritaire. Mais, moi, j'ai une question. Les propos de Raïs Saïd, par exemple, ils sont passibles de cette loi. Oui, normalement, oui, oui, le jeu. Non, 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 c'est pas de la Parce que provocation. depuis 2018, quand même, vous le disiez au début, bon, il y a eu donc, des avancées, vous en avez parlé, mais non seulement il y a des limites à la loi, on en parlera tout à l'heure, parce que la loi ne suffit pas, mais on est a priori en recul par On rapport. est en recul parce Voilà, que c'est bon, ça. la loi déjà, elle parle non seulement du racisme, mais de l'incitation à la haine raciale. Là, on est dans le scénario de l'incitation à la haine raciale et la xénophobie. Mais malheureusement, la mise en œuvre de cette loi, déjà, la loi depuis 2018, elle prévoyait deux choses. Un registre spécial dans les tribunaux, ça n'a jamais été fait pour savoir. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire, OK, on a besoin de connaître combien de cas nous avons et quelle est la réponse de la justice. Donc, pour mettre en place des politiques publiques. C'était pas uniquement, le but, ce n'est pas juste de mettre une loi pour tourner la page, mais c'est toute une politique publique en matière de racisme, même parfois de santé publique. Parce que on n'en parle jamais, mais les Noirs de Garbaï se marient entre eux. Donc il y a aussi un taux de consanguinité par rapport au reste de la population. C'est un problème de santé publique, qu'on le veuille ou non. Pareil pour les migrants. Pendant le Covid, on ne savait même pas combien de migrants il y avait dans ce quartier de Bhar el-Azraq. Donc on ne sait même pas combien de vaccins il faudrait pour cette population. Donc ce n'est pas que le racisme en soi, mais tout ce qui est autour du racisme. Donc après, malheureusement, nous, on fait de bonnes lois, des lois pionnières, on est très fiers de le dire, mais après, la mise en œuvre, que ce soit au niveau du budget, la commission nationale que la loi elle crée dans son dernier article pour mettre en place des politiques publiques, même dans les manuels scolaires, à la télé, on a eu un noir dans la télé nationale qui présentait la météo. Chaque fois qu'il pleuvait sur Facebook, les gens ils disaient que c'était la faute de ce monsieur. Donc c'est triste, c'est drôlement triste, mais je sais qu'il n'y est plus, mais c'est d'une tristesse parce que c'est du racisme assumé pleinement, donc surtout sur les réseaux sociaux. Et ça, la loi s'applique dans la vie de tous les jours, mais même les organes régulateurs de l'audiovisuel auparavant, beaucoup de personnes voulaient saisir la loi et les instances, mais la mise en œuvre, elle a été vraiment, elle a presque vidé la loi de son sens parce que on était dans l'impunité. Même le juge, il y avait un enseignant dans la ville de Sfax, d'après les premiers jugements en vertu de la loi, le juge a préféré lui donner une peine
moindre que celle prévue par la loi, parce que à la limite, il a trouvé que c'était pas si grave que ça. Il a été agressé par une parente d'élève et avec des propos racistes, clairement racistes, mais la punition n'a pas été au rendez-vous. Donc, c'est aussi un message qu'on essaye de passer. Oui. Et malheureusement, c'est une banalisation, même si la loi est là, la punition, on envoie un message aux populations, mais même se saisir de et c'est peut-être le dernier point que je vais aborder, la loi, il faudrait d'abord avoir les moyens d'avoir un avocat. Mais c'est des gens qui sont généralement en bas de l'échelle de la société, soit un migrant irrégulier, donc il a peur même de rentrer dans le bâtiment où il y a le drapeau tunisien, donc le tribunal, ou dans un poste de police pour porter plainte, ou même les Noirs tunisiens ne font pas partie des classes les plus riches. Donc, il y a aussi un cumul des on a parlé d'intersection, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui font qu'il y a plusieurs barrières avant que justice soit faite. Alors oui, donc vous l'avez bien expliqué, une loi c'est très important, il faut avoir une loi, le droit, hein, mais ça ne suffit pas. D'abord, il faut qu'elle soit appliquée, mais en plus, ça ne suffit pas pour mener justement pour la lutte contre les luttes contre le racisme et pour sanctionner aussi. Ça va m'amener à Maha, enfin, je ne sais pas si, Sharia, vous voulez intervenir à ce sujet avant. Ça va. Alors, justement, Maha, là, on arrive à vous ou à toi, je crois, parce qu'on se connaît. Ça me fait drôle de dire vous. Avec donc cette double casquette de chercheuse et de militante, j'en ai parlé tout à l'heure, et la lutte contre le racisme anti-noir. Alors, déjà, peut-être je vais directement te donner le micro pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, pourquoi une loi ne suffit pas et comment mener cette lutte contre le racisme. Alors c'est une grande question, mais c'est ton sujet, en tout cas, à la fois de recherche et à la fois sur le terrain. Euh, c'est vrai, c'est mon sujet, oui. C'est un sujet que j'ai vécu, mais aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais franchement, dans ce contexte dans lequel on vit, c'est très difficile de réfléchir. Euh, Parce que, il a déjà dit, Omar, en fait, on est revenu en fait, au point zéro après en fait, un parcours de plus de 10 ans de lutte, de reconnaissance justement de fait du racisme dans la société. Et on est arrivé justement à la promulgation d'une loi qui criminalise, mais aussi en fait qui avoue clairement que notre société, c'est une société qui est bel et bien en fait raciste, si je veux dire. Euh, Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la criminalisation des militants, De la solidarité. de la solidarité des militants, c'est-à-dire Mosber, en fait, ça fait presque 4 mois ou plus, un peu plus, sans jugement, et on ne sait pas exactement pourquoi, parce que rien n'est clair. Euh, D'autres qui sont peut-être qui seraient peut-être menacés, en fait. Et aujourd'hui, on parle clairement que toute personne qui parlait du racisme institutionnel seront aussi, en fait, voilà, suivis justement par les lois de la Tunisie. Et donc, du coup, en fait, je pense que dans un contexte aussi autoritaire, dans un contexte où la liberté de l'expression, il est confisquée, si vous voulez, très contrôlée, je pense que le temps de réflexion, il est devenu très difficile, en fait. Franchement, à ce moment, je ne sais pas, je ne vois pas comment, quels sont en fait les outils qu'on peut utiliser pour continuer la lutte justement contre le racisme, qui est devenu en fait un fait très visible et très concret, particulièrement en fait contre les subsahariens. Tout ce qu'on lit, qu'on voit, les photos, les commentaires sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas justement en fait accusés par la loi qui a été mise en place depuis pratiquement 6 ans maintenant. Voilà. Donc, Le racisme, c'est ce que tu expliques dans ta contribution. Alors,
que ce soit en Tunisie, en Afrique du Nord, dans le monde arabe, il est victime d'un immense déni. Et c'est un immense défi. Là, il y a les deux. Et donc, moi, je voudrais déjà, alors on va revenir un peu aux sources, ce déni. Alors, je m'adresse à Maha, aussi bien, enfin, vous trois, hein. Qu'est-ce qui explique cette culture du silence, cette omerta, ce tabou, tu l'as dit au début, sur le racisme, sur l'esclavage d'ailleurs, il existe tant dans les sociétés que dans les historiographies et dans la recherche. Enfin, maintenant, bon, ça commence, mais c'est entouré d'un immense silence, d'un immense tabou. Alors, qui c'est qui peut répondre? Je peux commencer ou avoir juste un début de réponse déjà, parce que c'est quelque chose qui ressort tout le temps quand on dit aux gens qui sont racistes. Ils disent qu'en tant que musulmans, ils ne peuvent pas être racistes. Ça, c'est ce qu'on répond. Parce qu'il y a cette intégration à la communauté et la figure de Bilal, premier muezzin de l'histoire musulmane. Et la Oumma, elle intègre toutes les différences, elle estompe toutes les différences, qu'elles soient ethniques ou autres. Dans l'exemple de la Tunisie, c'est aussi encore, je ne sais pas si c'est mieux ou pire, mais c'est aussi l'œuvre de Bourguiba, d'estomper toutes les différences, d'enlever l'appartenance à la tribu, à la race. Tout ce qui, c'est travailler sur la tunisianité a aussi, disons, estompé toutes les différences pendant un bon moment. Il y avait l'école, c'était l'ascenseur social de tout le monde, sauf que nous, on n'a jamais regardé le passé avec une décortication de ce passé, parce qu'on a été l'un des premiers pays à abolir l'esclavage, certes, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces esclaves libérés ou promus? Donc, ce qui s'est passé après, c'est que c'est une composante de la société, mais la constitution de leur pays leur dit, vous êtes des Arabes, alors qu'ethniquement, ils ne le sont pas. Et donc, du moment que vous êtes musulman et citoyen, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est aussi une tendance à croire que la Oumma peut intégrer toutes ces différences en les faisant taire complètement. C'est pas une. En plus, tout le dialogue sur l'identité nationale en Tunisie, malheureusement, ne s'est jamais fait dans l'apaisement. Ça a toujours été accompagné soit lors de la Révolution, de l'indépendance. Donc on a comme si à chaque fois qu'une identité voulait émerger en soi, genre je suis, c'est comme l'identité juive tunisienne ou amazigh tunisienne, on a une diversité, ou même entre l'identité citadine et urbaine en Tunisie, il y a des particularités. Le Tunisien du désert n'est pas celui de la Méditerranée. Donc, il y a des choses communes et des choses particulières. Donc, après, ce déni du racisme. Valable aussi dans les autres pays, en Algérie aussi. On peut reproduire. Il y a la géographie qui rentre aussi. L'ouverture sur l'étranger. Il y a des villes beaucoup plus cosmopolites parce que le racisme à Tunis n'est pas le racisme à Gabès, ça c'est sûr. Parce que c'est la capitale, c'est des situations. Il y a des situations. Le racisme dans le nord du pays où les Noirs ne sont pas démographiquement présents. C'est pas Kébili ou Gabès, parce que les gens, donc avoir cette diversité dans son quotidien, ça influe un peu sur la vie commune, comme a dit Mahed. Donc si une personne vit avec la diversité, elle va être un peu plus ouverte. Euh, donc il y a aussi la honte à ne pas être comparé à ces sociétés qui sont racistes envers les Maghrébins. Donc on a beaucoup lancé le message comme quoi les Maghrébins sont des victimes de racisme, donc elles ne peuvent pas être racistes puisqu'elles en sont la victime. Ce qui est complètement faux, parce que, bon, j'aime pas la formule en France, mais on dit on est toujours l'arabe de quelqu'un d'autre, ou le noir de quelqu'un d'autre, et donc il y a une hiérarchisation de ces discriminations. Donc chaque fois qu'on a le moyen de trouver un groupe qui nous est inférieur, on va exercer malheureusement ou répéter des schémas qu'on a subis. Et au niveau politique, l'État a toujours été très clair. Il n'y a pas, certes, de politique raciste. Il y a des comportements raciste isolé. Donc, parce qu'on n'a pas, c'est pas l'apartheid, ce n'est pas non plus l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, mais malheureusement, cette indifférence étatique à ces cas, il n'y a jamais eu d'études sur la corrélation entre abandon scolaire et victime du racisme. Jamais. Moi, j'ai eu affaire à l'éducation nationale. Il n'y a jamais eu un intérêt à dire pourquoi les Noirs quittent l'école, parce qu'ils subissent au quotidien des agressions racistes qui fait qu'ils vont quitter l'école avant les autres, qui n'aboutissent pas aux études. Donc, l'État n'est pas certes le responsable de cette politique, mais il n'a jamais posé des questions à l'envers. Donc, on a un peu le même débat en France. Oui, Quand on parle de racisme systémique, attention, non. Voilà. non, je sais, mais de toute façon, il y a des scénarios qui se répètent presque dans tous les contextes. Quand il y a un groupe dominant et un groupe dominé malheureusement ou discriminé. Mais en plus, on
rajoute à cela la couche de la crise économique en Tunisie, parce qu'il fallait un coupable aussi. Bah Les oui, le bouc migrants, émissaire. voilà, le bouc émissaire, c'était les migrants, les hordes qui vont changer la démographie, prendre le travail des Tunisiens. Et il y a même des journalistes qui l'ont signalé, qui sont en prison aujourd'hui rien que pour avoir dit. Mais Voilà, donc, est-ce qu'on peut... Oui, Oui, pardon. justement, en fait, c'est une réflexion qui me parle, en fait, qui m'a parlé sur l'abondance des Noirs, enfin, précoces des écoles. La première génération, en fait, des Noirs, si vous voulez, en fait, on va dire les générations des années 50, des années 60, eux, bah, ils ont obéi justement à la pression de la société. Et donc, du coup, pratiquement, chez cette génération jusqu'aux années 70, on ne va pas trouver vraiment des cadres, des personnes qui ont pu faire des universités, des Noirs, voilà. La génération voilà, qui est venue après, elle était préparée, en fait, à domicile pour sortir, en fait, à une société qui serait raciste. C'est-à-dire, ma génération et la génération qui est avant moi, on s'est préparé à la maison. Donc, voilà ce que vous allez rencontrer à l'extérieur. Et donc, votre seul chemin d'émancipation, c'est l'école. Donc, il faut résister. Et effectivement, nous avons résisté, c'est-à-dire en fait, on s'est préparé parce que eux, ils n'étaient pas préparés. Donc eux, ils sont sortis comme ça, ben, comme tous les Tunisiens, mais ils ont trouvé une réalité autre. Ben, ils ont pris cette leçon et heureusement d'ailleurs en fait. Et c'est un peu en fait parfois quand moi je regarde les films américains et comment les Américains se préparaient avant d'aller faire un concours ou un entretien et qui seraient peut-être provoqués en fait pour être déstabilisés lors de l'entretien. Donc ils font toute une préparation psychologique. Nous on l'a eu, on a eu chez nous en fait cette préparation psychologique de sortir à l'école, vous allez peut-être rencontrer ça, vous allez rencontrer ça, vous allez rencontrer ça, vous tracez le chemin, il faut juste réussir. Et donc voilà, là maintenant, il faut dire que, bien sûr, l'abondance scolaire des Noirs, et d'ailleurs, en fait, dans notre collectif des femmes tunisiennes noires, on travaille beaucoup justement sur l'éducation, particulièrement des filles noires qui habitaient dans les régions un peu déconnectées des villes. Et là où on trouve beaucoup plus en fait l'abondance scolaire, particulièrement des filles. Et c'est une question en fait qui nous a beaucoup intéressés et c'est notre sujet de réflexion en fait ces 2 dernières années. Donc aujourd'hui, il y a une évolution quand même, en fait, de statistique, si vous voulez, et aussi en fait qualificatif, en fait, pardon, qualitatif. Bah, on va trouver, et d'ailleurs, en fait, je tiens à féliciter ma nièce qui est devenue médecin il y a 2 jours. Et voilà, donc, il y a une évolution et je pense que c'est grâce à cette résistance des générations, en fait, qui nous ont précédés. Je regarde, oui. Oui, Le micro. Oui. très vite. Oui. En fait, vous avez utilisé le mot silence et je vais mettre en question ce mot silence parce qu'en fait, moi aussi, moi-même, j'ai utilisé ce mot Oui. très souvent. Mais après, une activiste noire que je ne vais pas nommer parce qu'elle est elle a des problèmes, euh, elle m'a dit que c'est pas du tout le silence. En fait, on parle tout le temps de en fait, on fait le racist talk, donc le parole raciste, et le race talk, comme dit Mahal, donc chez elle, elle était préparée. Donc, on fait ça tout le temps. Mais le déni, ça coexiste, en fait. Mais il n'y a pas de silence. Elle dit plutôt qu'il y a du confusion. Et la confusion, ça vient de le fait que il n'y a pas des mots pour parler neutrement de la noirceur. Parce que tous les mots en arabe sont très, très connotés négativement. Et même l'ansoria en arabe, c'est lié avec le régionalisme. Donc, chaque fois que tu parles de racisme en arabe, l'ansoria, ça revient toujours à le régionalisme pour nier le fait que, ah non, ça c'est juste le régionalisme. C'est parce que Guébé, c'est une région, donc c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. C'est pas parce que c'est noir.
Donc, il y a aussi ce travail des mots et quand tu commences à utiliser des mots, tu arrives dans cette confusion totale et tu finis par dire, ah non, ça n'existe pas. Donc, c'était plus, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser de mon silence, mais c'est plutôt qu'on parle tout le temps, mais on prétend que... Non, mais Moi, c'est je ne très... suis pas d'accord. Enfin, Ok, bon, ouais. j'ai quelque chose à dire à ce. Quand on dit en fait silence, moi, je peux te confirmer que le silence, en fait, il y est même chez les Noirs. Chez les Noirs. une sorte de Voilà. prétention. Donc, du coup, je parlerai justement comment ce racisme, il est intimement lié à une histoire totalement occultée par nos sociétés, en fait, dans le monde arabe et dans le monde, enfin, dans le monde arabe, je préfère dire que dans le monde musulman. Euh, il y a quand je parle de silence, c'est-à-dire le silence de cette catégorie dominante, C'est ça. Moi, c'est celle ça qui que je veux domine dire. et qui veut justement banaliser la cruciale, enfin, cette histoire cruciale. Et d'ailleurs, en fait, cet esclavage qui faisait partie intégrante des sociétés arabes musulmanes depuis très longtemps, mais il était souvent perçu comme déférent de l'esclavage atlantique, de l'Atlantique, en fait. Et c'est-à-dire, en fait, c'est toujours, on était les négriers très gentils avec nos esclaves qui ont grandi avec nous, qui étaient nos domiciles internes. Donc, c'est aussi, en fait, ce sens de paternalisme quand on parle particulièrement de l'esclavage des Noirs. Ce qui est aussi, c'est une question que je pose souvent et que Mohamed Weldi a donné plusieurs réponses justement sur cette question, qu'aujourd'hui, pourquoi l'esclavage il est collé sur la peau des esclaves noirs, alors que à travers l'histoire dans le monde arabe, il y avait aussi des esclaves blancs qui sont devenus aujourd'hui les notables de la société. Beji Essebsi, qui est devenu président de la Tunisie et qui était aussi ministre de Bourguiba et qui était avocat, qui a fait les écoles françaises, les universités françaises. Il est descendant esclave. Et comment, en fait, les esclaves blancs, qui étaient beaucoup plus appréciés par ces Arabes, les femmes ou les hommes qui ont grandi plutôt dans un contexte aristocrate, dans les palais, et les Noirs qui sont restés domestiques, travailleurs dans les oasis. Et aujourd'hui, en fait, Mohamed Ouel dit dans son dernier ouvrage l'esclavage dans le monde musulman, et dont j'ai fait le compte-rendu qui sera publié bientôt dans le revue Esclavage et post-esclavage, il a beaucoup parlé justement sur cette dualité esclave-blanc ou descendant esclaves blancs et descendants esclaves noirs, bien que en fait il a beaucoup critiqué les études et les écrits occidentales sur l'esclavage autour du monde arabe, c'est-à-dire en fait ils ont essayé de montrer que oui, l'esclave dans le monde arabe il est aussi crucial autant que l'esclavage atlantique. Euh, donc, je n'étais pas très d'accord avec Mohamed Oueldi, bien évidemment, voilà, dans son analyse, mais que c'était vraiment une analyse très agréable à lire. Et je vous invite d'ailleurs, en fait, à lire l'ouvrage de Mohamed Oueldi sur l'esclavage dans le monde musulman. Donc, aujourd'hui, en fait, ce noir qui porte toujours le fardeau, sur son dos, le fardeau de l'esclavage de ses ancêtres. Voilà. Alors, oui, juste parce qu'il Oui. nous reste, je suis en train de regarder ma montre et il y a des grands sujets encore à aborder, mais bon, c'est pas grave, heureusement, il y a la revue. Mais là, il y a une chose qui est très importante dont vous avez parlé tout à l'heure, et je pense qu'elle explique beaucoup de choses, c'est comment les régimes totalitaires aujourd'hui, post-indépendance, en héritant d'ailleurs du legs colonial, euh, ont besoin de la fabrication d'une identité homogène
qui est l'identité arabo-musulmane. Hein. Moi, je le dis en tant que d'origine algérienne, hein, c'est très, très, très fort. Hein. Il a fallu pour reconnaître la majorité encore. Hein. Et en fait, est-ce que c'est ça aussi qui... Enfin, ils ont peur, ils n'ont pas intérêt à la diversité, à reconnaître la diversité de leur société pour exercer le totalitarisme. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous n'êtes pas Je- obligé de... Non, non, C'est peut-être une remarque, vous une n'êtes pas obligé de répondre à superposition ça, mais avec. peut-être, et après le temps qui reste, peut-être parler effectivement des mobilisations et des luttes. Je pense que c'est important qu'on termine Ok. sur ça. Allez-y, Omar. Peut-être une superposition avec tous les empires musulmans, parce que vu que c'était des éléments composites, il fallait vraiment un socle commun, certes, mais cette obsession ou cette peur de la fitna, de fait de disloquer, au fait, voilà, la division de la Oumma musulmane sur que ce soit quelque chose d'ethnique, de religieux ou autre. Donc, au lieu de dire que voilà, ça peut être vécu comme une identité personnelle enrichissante, on a toujours l'impression que cette identité di- différente du groupe majoritaire va être le début d'une dislocation du bloc national. Et ça, c'est très mauvais parce que pendant très longtemps, mais c'est triste de dire, voilà, on dirait que la diversité a été vécue pendant la colonisation. C'est aussi un legs colonial d'être dans la diversité parce Pas que, toujours, oui, parce que en Algérie, il y a eu justement, il y a eu une utilisation de la division entre les Kabyles notamment et et les le Arabes, reste, oui. et il y a eu au contraire une fabrication d'une identité quasi homogène, puisqu'il y avait, on reconnaissait les écoles coraniques musulmanes Mm. et pas, enfin, je veux dire, il y a aussi ça, hein, attention, hein. Bon, en Donc, Tunisie, c'est aussi la géographie parce qu'on n'a pas oui, voilà. les mêmes Donc, choses qu'en Algérie. mais Les gens n'ont pas pu se cacher aussi. voilà. C'est un pays plat, on va dire. Voilà, donc la géographie a aussi. De peuplement, Voilà, l'Algérie. Ouais. exactement. Mais bon, il y a toujours eu, d'ailleurs, dans les constitutions, même certaines des constitutions tunisiennes, il y avait toujours un article qui disait presque indirectement que les personnes qui voulaient créer des troubles à l'ordre public au nom d'une différence, ou peut-être des personnes qui voulaient créer une association propre à un certain groupe ou n'allaient pas être autorisées. Donc il y a toujours cette peur profonde. On dirait que l'édifice risque de s'effondrer à chaque fois que quelqu'un refuse son identité ou même, je ne sais pas, les athées dans le monde arabe, il y en a énormément, ceux qui ne font pas le ramadan. Donc il y a toujours Les non-pratiquants. les non-pratiquants. Donc il faut, on dirait, cette identité construite par l'État, il faut qu'elle prévale quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est aussi la relation avec l'État parce que c'est pas l'État qui décide. Donc les personnes aussi, l'auto-identification, c'est le standard international. Donc ce n'est pas à la Constitution de dire que qui je suis, si je veux m'identifier différemment, je peux le faire. Mais malheureusement, c'est aussi le fait d'estomper l'existence de ce groupe qui a des particularités parce qu'on met toujours la nationalité avant la particularité. Et les gens sont libres de s'identifier comme ils veulent. Mais je pense que ça trouve ses racines dans cette peur D'accord. de la fête. Merci. Sur ce sujet, sinon, moi, je voudrais qu'on aborde, à moins que qu'on aborde avec enfin, Maha et même avec vous, hein, peut-être pour terminer sur sur ce sujet-là, la question des mobilisations et du mouvement militant antiraciste. Hein. Première remarque et première question que je vais adresser à Maha, bien évidemment. Comment expliquer que la dynamique donc de ces mobilisations soit venue d'un mouvement féministe des femmes? Ou bien je me trompe. Enfin, quel lien, pourquoi il y a ce lien entre le mouvement féministe et le mouvement contre le racisme anti-noir? Alors, Ou si je me trompe, tu peux le dire aussi. non, Si. pas C'est vraiment, peut-être mais une caricature, mais il me semble. bon, pour l'histoire, Oui. en fait, le mouvement enfin, quand il a commencé juste après la Révolution, c'est-à-dire les premiers mois de la Révolution, c'était un mouvement hétérogène. C'est-à-dire, il n'y avait pas que des femmes, mais il y avait aussi enfin, des hommes, des jeunes, de moins jeunes. Mais oui, il y avait des femmes qui étaient dans les premières lignes, en fait, de la lutte. Et d'ailleurs, le tout premier texte, en fait, qui ont été vulgarisés autour de la question du racisme, étaient écrits par des femmes. Euh, il y a très longtemps, depuis 2004 d'ailleurs, même avant en fait la naissance de ce mouvement,
Afat Mosbeh, la sœur de Saadia Mosbeh, elle a publié un article dans Jeune Afrique où elle a parlé du racisme ordinaire. J'ai répondu quelques années après que le racisme en Tunisie n'est pas seulement ordinaire. Donc, du coup, on avait des prémices déjà, des personnes très longtemps, les années 60, Slim Merzoug. J'ai déjà vulgarisé un petit article sur lui juste un an ou peut-être la première année de la Révolution. Et puis, en fait, on a mené des enquêtes beaucoup plus approfondies avec la famille de Slim Merzoug et ses amis et les personnes qui l'ont connu. Et cet article a été publié aussi en 2016 dans un ouvrage collectif sous la direction de Vincent Gesser et Amin Allel sur la démocratie en Tunisie. Donc, du coup, en fait, il y avait quelques petits mouvements, en fait, particulièrement le mouvement de Slim Merzouk, qui a été très vite avorté par le pouvoir de Bourguiba. Puis, il y avait un silence total. Bien évidemment, le silence, en fait, quand je parle de silence total, c'est-à-dire que la question n'a pas été abordée sur, sur la place publique, en fait. Mais entre nous, les personnes voilà, qui sont touchées par cette question, on parlait toujours. Moi, en 2007, je suis allée porter plainte, mais en fait, il m'a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Je lui dis, acte raciste. Il m'a dit, mais non, en fait, nous, on n'est pas raciste en Tunisie. Ça, c'est en 2007. Et je l'ai même écrit parce qu'en fait, on ne va pas trouver des traces aussi dans les archives, en fait, sur des personnes qui étaient victimes du racisme et dont l'administration refuse de documenter justement ces actes. Et donc là, moi, il a fait le procès verbal, mais il n'a pas dit que telle personne est venue pour porter plainte pour acte raciste. Il a dit, c'est un malentendu entre elle, telle personne, et telle personne qu'on a très vite résolu. Et donc, du coup, dans 60 ans, quand les personnes vont chercher, ben, on va voir si avant 2011, les Noirs ont parlé de racisme ou pas. On va trouver nulle part dans les documents officiels que les Noirs ont parlé du racisme. Et c'est pour cela, en fait, la loi aujourd'hui, malheureusement, pour revenir c'est sur cette loi, ben, je ne sais pas s'il est rentré en vigueur ou pas, parce que oui, mais jusqu'à maintenant, en fait, tout à l'heure, tu as parlé avant la loi, les personnes qui portaient plainte, يكون ظالم يولي مظلوم, enfin, يكون مظلوم. Et là, même après la loi, et moi j'ai parlé justement de l'article qui a été publié, dans l'article qui a été publié dans ce revue, d'une histoire d'une femme qui est portée plainte, partie porter plainte après la loi, mais finalement elle a été menacée elle-même par le tribunal, en fait. Oui, c'est un Ouais. peu comme pour les violences faites aux femmes, hein. Partout, même en France, on voit que c'est pas évident non plus. Ouais, Vous faites bien de mentionner ça parce que j'aimerais aussi faire le lien entre le fait qu'on a eu c'est connu, la Tunisie, on a eu un État féministe sous Bourguiba, plusieurs mesures ont été prises en faveur des femmes, on a eu un mouvement féministe très actif, sauf que historiquement, il ne s'est jamais saisi de la cause des femmes noires. Ça aussi, c'est quelque chose qui a fait émerger un mouvement un peu tardif, parce que comme l'a dit Mahé, le mouvement féministe noir, le mouvement Amber de quelques personnes, il est venu plus tard que celui qui a comme la voix des femmes tunisiennes noires. Mais donc le féminisme tunisien, malheureusement, il s'est saisi de la question des violences, mais il y avait des violences qui étaient propres aux femmes noires. Il y a aussi la question de cette image ou ce cliché de disponibilité du corps noir féminin dans l'espace public, qu'il soit tunisien ou subsaharien. Il y a énormément d'agressions qui cumulent les deux, donc c'est une agression à la fois sexiste mais à caractère racial. On a eu aussi des cas comparables avec les femmes ayant des handicaps. Donc aussi, c'est un cumul entre l'handicap et le genre. Donc le mouvement féministe tunisien, malheureusement, il s'est saisi de la cause de toutes les femmes tunisiennes, les femmes dans le milieu rural, les femmes vivant dans X coins du pays, mais elles n'ont jamais réellement consacré un intérêt réel, que ce soit dans les écrits académiques ou dans le mouvement féministe, à la femme noire tunisienne. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Je pense qu'il y avait cette sorte de niche qu'il fallait remplir. Et aussi,
c'est une bonne chose parce que le problème qu'on a eu, c'est aussi le fait de... Le racisme a été une affaire de blancs aussi. Parce que beaucoup d'activistes n'appartenaient pas au groupe discriminés. Donc ça nous donnait pas, même moi, il y a des personnes qui m'ont dit, pourquoi tu travailles sur ça? Pourquoi tu parles? Tu n'appartiens pas, tu ne subis pas ces discriminations, donc normalement tu devrais être du côté des dominants. Donc il faudrait aussi avoir, c'est comme on essaye d'impliquer les hommes dans les violences contre les femmes pour avoir être le masculin positif, on l'appelle aujourd'hui. Donc il faudrait bien aussi faire sortir ces gens qui nous, les privilèges aussi, il faudrait on est en train de remettre en cause parfois certains privilèges. Il y a des situations que moi, je ne vivrai jamais en tant qu'homme, en tant qu'appartenant au groupe dominant en Tunisie, mais il y a d'autres, il faudrait vraiment... et ça, c'est aussi important d'avoir ces mobilisations parce qu'elles permettent d'éclairer le vécu noir en Tunisie. Il y en a des vécus, d'ailleurs, c'est au pluriel qu'il faudrait le mettre, mais malheureusement, il reste vraiment presque... euh, on dirait que c'est un groupe de soutien entre victimes qui essaie de toujours trouver. En plus, elles portent une certaine culpabilité que les parents transmettent. Parfois, je l'ai vu, où c'est à la victime de se faire toute petite, de créer des mécanismes de survie dans cette société, alors qu'elle est chez elle. Je ne parle même pas des subsahariens, ça doit être pire, mais des Tunisiens et des Tunisiennes, on a eu beaucoup de témoignages, des entretiens d'embauche, d'essayer d'avoir une carrière à la télé ou autre, où la personne ne passe pas. Donc, Oui, On est en train de, oui, on est en train de parler de mouvements noirs. Je vais ajouter genre, les mouvements des étudiants, étudiantes dites subsahariennes, parce que quand on parle des mouvements des Noirs, genre, on pense toujours tout de suite des Tunisiens, mais je pense qu'il y a aussi un filier des étudiants, étudiantes subsahariennes. Et je cite Franck qui est là, qui est un activiste très important dans ce mouvement en Tunisie. Et parce que c'est grâce à eux que, genre, que la question de radicalisation et de la violence contre des Noirs est devenue très médiatique à l'époque, juste avant les lois. Donc, on pense toujours, je pense qu'il faut toujours rajouter les subsahariens parce qu'on les pense toujours comme des victimes. Mais je pense qu'ils ont contribué énormément à cette pensée. Et ils ont été ils ont été toujours sur la rue, ils ont été toujours en train de faire des manifestations, même si des fois il y avait des tensions d'utiliser le mot race ou racisme, parce que j'ai parlé avec beaucoup des activistes subsahariennes, qui me disaient qu'il y avait toujours dans l'institution cette tension, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas, mais ça ne fait pas que le travail n'était pas contre cet racisme anti-noir. Donc voilà, je vais terminer Merci. ça. Non, merci beaucoup pour ce complément et cette précision. Justement, Maha, toi, donc, tu as élargi la focale au monde arabe. Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres mouvements dans les autres pays, les mouvements antiracistes en Tunisie? Est-ce que vous communiquez, vous correspondez? Il y a un Alors, réseau, il y a... en fait, je pense que partout dans le monde arabe, en fait, on vit dans un contexte aussi autoritaire Oui, où la liberté d'expression, oui. c'est-à-dire évoquer ces sujets des justices et égalité, ou plutôt la pluralité des sociétés, ça reste toujours en fait tabou, hein, C'est ça. tabou. Et je pense, d'ailleurs, en fait, moi, je dis toujours, malgré ce qui se passe, en fait, en Tunisie, ce qui s'est passé comme acte raciste, comme pratique, mais quand même, je remercie les Tunisiens et je remercie la Tunisie, euh, enfin, d'avoir été le premier pays, d'ailleurs, en fait, à porter à la surface un sujet très chaud, un sujet où on peut, enfin, qui est dans le déni total, partout dans le monde arabe. Et donc, du coup, malgré justement les freins, mais quand même, nous sommes là en train de parler. Dans d'autres pays arabes, je pense, en fait, à part le Yémen, il y a un mouvement avec lequel, d'ailleurs, en fait, il y a eu dernièrement la création de réseaux de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient contre le racisme, pour le développement et contre le racisme dans le monde arabe,
qui a été chapeauté justement par l'ONU et qui sont en train d'essayer de faire quelque chose, mais bon, en fait, enfin, ça reste toujours de grands titres, mais sans soutien réel. Pour les mouvements féministes, à part, c'est-à-dire des individus qui sont un peu partout, par exemple, surtout en Égypte, les femmes noires d'origine soudanaise, les femmes nubiennes, sinon, dans le reste du monde, c'est très timide, en fait. C'est très timide. Et puis, comme je vous ai dit, dans un contexte un peu autoritaire, enfin, laissez-moi dire trop autoritaire. Autoritaire, tout simplement. Autoritaire, donc du coup, je pense que les individus qui sont conscients justement de cette histoire, de cette question, essayent justement de Autoritaire et répressif. parfois contourner, en fait, pour ne pas parler du racisme anti-noir. Oui, encore, oui. Bon. Peut-être revenir sur la particularité du racisme dans les pays arabes, surtout les pays arabes africains, parce que les gens sont quand même sur le continent africain, le mot afro-descendant, et c'est des gens qui vivent des situations que vivent les communautés en diaspora. Donc généralement, les Noirs au Maghreb, ils vivent des situations. Ce sont des pays qui ne reconnaissent pas l'africanité, leur africanité, ou qui ont du mal. Euh, Ça dépend, parce que parfois, ça dépend s'il y a quelque chose à gagner du continent ou parce que bon, la Tunisie a toujours eu de bons rapports, même diplomatiquement, mais ça régresse un peu avec lui. Mais c'est plus la culture arabe et à moindre échelle méditerranéenne. Mais il y a des mouvements, je pense que dans le mouvement Black Lives Matter aussi, il y a des mobilisations parce qu'on remarque plus de cohésion et surtout, on a attiré l'attention aussi des mouvements internationaux et américains notamment, je pensais anglophones, parce que c'est aussi, les situations changent aussi entre l'Orient et l'Afrique du Nord, ce ne sont pas les mêmes situations. Et la solidarité est là, parce qu'on a de plus en plus, notamment, il y a la décennie des personnes qui vient de se terminer, des personnes d'ascendance africaine. Il y a eu beaucoup d'événements régionaux où on a vu des personnes, même, on a vu même pour parler de la Palestine, il y a des Palestiniens à Jérusalem, que l'Empire ottoman, qui sont noirs et palestiniens. Donc imaginez le quotidien de ces personnes. Être noir palestinien et vivre à Jérusalem, ça ne doit pas être quelque chose d'évident. Mais au moins, l'intérêt, c'est aussi, pour revenir à la loi, parce que la mobilisation a été possible par cette loi sur les associations en Tunisie. Après la Révolution, on a pu ouvrir l'associatif, permettre aux gens de devenir un groupe et d'avoir une présence légale ou une existence légale. Et ça, je pense que ça a délié la parole aussi. C'était l'ouverture de l'espace démocratique qui a permis de voir qu'il y avait énormément de groupes religieux, des convertis, des Baha'is, des chiites, rien que pour la Tunisie. Donc cette diversité a permis voilà, exactement. Bah, je propose qu'on conclue sur ces mots, hein, on doit finir. Bah, Mahab, tu voulais dire quelque chose ou ça va? Oui, je pense qu'il vaut mieux finir. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Shreya Parik, Mahab Abdelhamid, Amar Fassad. Oui, vraiment, merci. Et bah, merci pour votre écoute. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous quatre. Et je vais donc profiter pour dire simplement que la librairie, elle est là. Donc, celles et ceux qui veulent se procurer le numéro 63 de la revue Tumulte, vous pouvez se faire. Et autrement, on continue au Carep de parler de la Tunisie lors de notre prochain événement le 17 décembre ici. Ça sera avec Hatem Nafti et Adlène Mohamedi sur le titre Tunisie de la révolution à la démocrature. Voilà. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur Zoom. Très bonne soirée à toutes et à tous.